PDG est venu à son adopté noir fille-école. À déjeuner, ce qu'il a vu choquer lui. Un puissant jeune PDG décide de surprendre sa tranquille adoptée fille à école, s'attendant à un sourire, peut-être une vague à travers la pièce. Au lieu, il gèle. Sa fille est debout seule pendant que autres enfants se moquent de sa nourriture, ses cheveux, même son nom de famille. Ce qui est pire, un adulte est en train de regarder et faisant rien. Il ne intervient pas. Il s'assied. Et c'est quand il réalise ceci n'est pas un temps moment. C'est une quotidienne humiliation, sa fille a été portante en silence. Musique. Cette nuit, il découvre quelque chose de bien plus sombre. Ignorer plainte, enterrer rapport, et un système conçu pour regarder l'autre chemin. Donc il revient la semaine prochaine, non pas comme un père, mais comme l'homme qui finance la moitié du district. La question est, exposer la vérité protégera-t-il son enfant ou la fera-t-il la plus grande cible de tous, j'aimerais savoir. D'où regardez-vous? Tapez-le ci-dessous. Et pendant que vous êtes ici, abonnez-vous pour que vous attraperez toujours la prochaine histoire. Le soleil d'automne jeta de longues ombres à travers la cuisine alors que Caleb Thornton se tenait au comptoir de granit, regardant sa fille organiser méticuleusement ses céréales du petit déjeuner. Imani, 8 ans, aligna chaque morceau de fruit sur sa serviette avec une précision soignée. D'abord les fraises, puis les myrtilles, du plus petit au plus grand. Ses petits doigts travaillaient avec une concentration délibérée, comme si cette simple routine matinale exigeait toute sa concentration. « Tout va bien là, chérie ?» demanda Caleb, sirotant son café. Imani hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, papa. » Sa voix était douce, à peine au-dessus d'un murmure. Caleb l'étudia par-dessus le bord de sa tasse. La lumière du matin attrapa les boucles sombres qu'elle avait tirées en tresses soignées. Des tresses qu'elle avait insisté pour refaire 2 fois déjà. Son uniforme scolaire était impeccable, chaque pli de sa jupe marine parfaitement droit. Même ses lacets étaient noués avec exactement la même longueur de chaque côté. Ce n'était pas un nouveau comportement, mais quelque chose à ce sujet fit serrer la poitrine de Caleb. Il se souvenait du jour il y a 2 ans quand il avait rencontré Imani pour la première fois à la maison des enfants. Elle avait été tout aussi tranquille alors, mais ses yeux avaient tenu une étincelle d'espoir quand elle l'avait regardé. Cette étincelle l'avait conduit à faire une promesse, non seulement sur papier, mais dans son cœur, qu'elle se sentirait toujours en sécurité et aimée. « Veux-tu que je te prépare un goûter supplémentaire aujourd'hui? » Il offrit, tendant déjà la main vers ses crackers préférés. « Non, merci. » Elle répondit poliment. « J'en ai assez. » Caleb la regarda alors qu'elle emballait soigneusement sa tartine à moitié mangée dans une serviette et la plaçait dans la poubelle, bien qu'il sût qu'elle finissait habituellement chaque bouchée. Ses instincts parentaux bourdonnaient d'inquiétude. Le trajet à l'école fut silencieux, sauf pour le doux rythme de la pluie qui commençait à tomber. À travers le rétroviseur, Caleb observa Imani regardant par la fenêtre, ses petites mains serrées dans son giron. Plus il se rapprochait de l'école, plus ses mains se tordaient ensemble. « Hé !» dit-il doucement, alors qu'il s'arrêtait à la zone de dépôt. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? » Imani rencontra ses yeux dans le miroir pour un bref instant. « Je sais, papa. » Elle lui donna un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Alors qu'elle sortait de la voiture, Caleb remarqua comment elle redressait ses épaules comme une minuscule soldat allant au combat. L'image resta avec lui alors qu'il se rendait au travail, le tracassant aux confins de son esprit pendant les réunions et les appels de conférence. Tout au long de sa journée au bureau, Caleb se trouva distrait. Et entre la révision des rapports trimestriels et la participation aux réunions budgétaires, ses pensées ne cessaient de revenir au mouvement prudent d'Imani. À sa voix tranquille, à la façon dont elle semblait se faire plus petite d'une manière ou d'une autre. « Tout va bien, Monsieur Thornton? » demanda son assistante après qu'il eut manqué une question pendant la réunion du personnel de l'après-midi.
Oui, juste pensant à certaines questions importantes, il répondit, redressant sa cravate et se reconcentrant sur la présentation. Mais même alors qu'il dirigeait son attention vers les marges bénéficiaires et les stratégies de marketing, une partie de lui se souvenait du jour où il avait signé les papiers d'adoption d'Emani. Il s'était promis alors qu'être un père passerait toujours avant tout succès commercial. Regardant l'empire corporatif qu'il avait bâti à partir de rien, il savait qu'il avait le pouvoir de résoudre la plupart des problèmes. Mais quelque chose lui disait que cette situation exigeait plus que sa seule autorité confiante habituelle. La routine du soir se déroula comme d'habitude. Dîner, devoir, bain. Mais Caleb remarqua chaque détail avec une nouvelle conscience. Comment Emani vérifiait son sac à dos 3 fois avant de le poser près de la porte? Comment elle disposait son uniforme pour le lendemain avec un soin méticuleux? Comment elle demanda d'aller se coucher 15 minutes plus tôt, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant? Après l'avoir bordé et leur avoir lu leur histoire habituelle, Caleb l'embrassa sur le front et se dirigea vers la porte. Il était sur le point d'éteindre la lumière quand il l'entendit, une prière murmurée si silencieuse qu'il la manqua presque. « Cher Dieu !» La voix d'Emani trembla légèrement dans l'obscurité. « S'il te plaît, aide-moi à être forte demain à l'école. » La main de Caleb se figea sur l'interrupteur. Sa gorge se serra alors qu'il écoutait les doux mots de la prière de sa fille. À ce moment-là, il sentit le poids de sa promesse de la protéger pressé contre son cœur avec une nouvelle urgence. Quelque chose n'allait pas, et malgré tout son succès et son pouvoir dans le monde des affaires, il se sentit soudain incertain sur la façon de le réparer. Il resta là un long moment, regardant la petite forme d'Emani sous sa couette à motif de papillon, entendant sa respiration s'égaliser alors qu'elle sombrait dans ce sommeil. La veilleuse jeta de douces ombres sur son visage paisible, mais sa prière antérieure résonna dans son esprit, portant un poids qui le suivrait dans sa propre soirée agitée. La douce lueur de l'aube se glissa à travers les fenêtres de la cuisine alors que Caleb préparait le petit déjeuner, le rythme familier de leur routine matinale s'installant sur la maison. 2 assiettes d'œufs brouillés, du pain grillé de blé entier et des tranches d'oranges fraîches, juste comme Emani l'aimait. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. La pièce matinale habituelle semblait lourde, chargée d'une incertitude qui lui tendait les épaules. Emani apparut dans l'embrasure de la porte, son sac à dos déjà parfaitement arrangé sur ses petites épaules. Son uniforme était impeccable. Elle avait pris un soin particulier à son col, s'assurant qu'il était parfaitement plat. Ses cheveux étaient tirés en tresses soignées, pas une mèche de travers. « Bonjour, chérie, » dit Caleb, posant son assiette à sa place habituelle. « J'ai ajouté de la cannelle supplémentaire à ta tartine. »« Merci, » répondit-elle doucement, grimpant sur sa chaise. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Caleb la regarda alors qu'elle picorait ses œufs, les déplaçant sur l'assiette plus qu'elle ne les mangeait. L'horloge tic-taquait régulièrement sur le mur, chaque minute les rapprochant du dépôt à l'école. Son esprit vagabonda vers sa prière murmurée de la nuit précédente. Impatiente de quelque chose de spécial à l'école aujourd'hui, il essaya, gardant sa voix légère. La fourchette d'Emani s'arrêta brièvement. « C'est bien, » dit-elle, la même réponse qu'elle donnait toujours. Ses yeux restèrent fixés sur son assiette, ses épaules légèrement courbées vers l'intérieur. Le trajet à l'école fut silencieux, sauf pour le doux bourdonnement de la radio matinale. Dans le rétroviseur, Caleb remarqua comment les mains d'Emani étaient serrées dans son giron, son regard fixé par la fenêtre. Quand ils arrivèrent, elle lui fit d'un rapide câlin, trop rapide, et entra dans le bâtiment d'un pas mesuré. À son music bureau, Caleb se retrouva à lutter pour se concentrer sur les rapports trimestriels étalés sur son bureau. Son email bipa avec le bulletin hebdomadaire de l'école. Sa police joyeuse annonçant construire notre communauté ensemble. Le message était rempli de photos lumineuses d'enfants souriants et de points à puce sur l'inclusion et le respect. Nos valeurs sont centrées sur la création d'un environnement sûr et stimulant
où chaque enfant peut s'épanouir, le musique message du directeur déclara. La mâchoire de Caleb se serra en lisant les mots, se souvenant de la prière murmurée d'Amani et de ses épaules tendues. Quand 15 heures Gilles arriva, il quitta le travail tôt, chose qu'il faisait rarement. La file de ramassage de l'après-midi sembla ramper. Finalement, Imani apparut, grimpant sur la banquette arrière avec un bonjour silencieux. Son visage était composé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui fit mal au cœur. À la maison, pendant qu'Imani travaillait sur ses devoirs à la table de la cuisine, Caleb remarqua sa boîte à lunch posée près de l'évier. L'ouvrant, il trouva le sandwich intact, la pomme non mangée, tout exactement comme il l'avait emballé ce musique matin. « N'avais-tu pas faim au déjeuner, chérie ?» il demanda, essayant de garder sa voix décontractée. « Je n'avais juste pas très faim, » dit-elle, ne levant pas les yeux de sa feuille de calcul de mathématiques. Son crayon bougea sur le papier avec une précision soignée, chaque chiffre formé parfaitement. Plus tard ce soir-là, pendant leur routine habituelle de bain, Caleb aida Imani à se laver les cheveux. Alors qu'il tendait la main pour verser la tasse d'eau chaude sur sa tête, elle tressaillit juste légèrement, à peine perceptible, mais assez pour faire geler sa main en l'air. Le mouvement était instinctif, comme un réflexe né de quelque chose qu'elle ne lui disait pas. « L'eau est-elle trop chaude ?» demanda-t-il, bien qu'il sût que ce n'était pas ça. « Non, ça va, dit-elle rapidement. Trop rapidement. » Elle s'assit parfaitement, immobile alors qu'il finissait de lui rincer les cheveux, ses petites mains serrant le bord de la baignoire. Cette nuit-là, longtemps après qu'Imani se soit couché, Caleb resta éveillé dans sa chambre. La maison était silencieuse, mais son esprit était bruyant de pensées qu'il ne pouvait pas taire. Il pensa à la façon dont Imani parlait toujours si soigneusement, à la façon dont elle bougeait si précisément, à la façon dont elle maintenait parfaitement son sang-froid. Il l'avait toujours attribuée à la timidité, à sa personnalité naturellement douce. Mais maintenant, fixant le plafond dans l'obscurité, une compréhension différente commença à prendre forme. Ce n'était pas de la timidité. Ce n'était pas juste sa nature tranquille. C'était quelque chose d'entièrement différent, un bouclier soigneusement construit, un exercice quotidien d'endurance. Sa petite fille portait quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle ne se sentait pas capable de partager. La réalisation s'installa comme une pierre dans sa poitrine. Depuis combien de temps portait-elle ce silence? Combien de matins avait-elle marché dans cette école, les épaules redressées, portant quel que soit le fardeau qu'elle cachait? La pensée qu'elle affrontait chaque jour avec un courage si prudent lui serra la gorge. Il se souvint du jour où il l'avait adoptée, comment il avait promis de la garder en sécurité, de lui donner la stabilité qu'elle méritait. Il s'était concentré à lui fournir tout ce dont elle avait besoin, un foyer chaleureux, de la bonne nourriture, la meilleure éducation. Mais maintenant, allongé dans l'obscurité, il réalisa que parfois les batailles les plus difficiles n'étaient pas menées contre des ennemis évidents. Parfois, elles étaient menées en silence, dans des mots soigneusement mesurés et des déjeuners non mangés, dans des prières murmurées dans des oreillers quand personne d'autre ne pouvait entendre. Le sommeil resta insaisissable alors que l'horloge dépassait minuit. Le clair de lune projetait des ombres sur son mur, et quelque part dans la maison silencieuse, sa fille dormait, ou peut-être restait éveillée comme lui, portant ses propres pensées lourdes. Demain viendrait avec sa routine matinale, ses paniers repas, ses conversations prudentes. Mais maintenant qu'il reconnaissait son silence pour ce qu'il était, tout aurait l'air différent à la lumière du matin. Le soleil du matin jeta de longues ombres sur le bureau de Caleb alors qu'il fixait le calendrier de son téléphone. Réunion après réunion remplissait l'écran en blocs nets et organisés. Avec des doigts déterminés, il appuya sur annuler pour chacun. La voix inquiète de son assistante crépita presque immédiatement à travers l'interphone. « Monsieur Thornton, tout va bien avec l'emploi du temps d'aujourd'hui. »« Quelque chose est arrivé, » dit-il simplement, sa voix stable malgré l'inquiétude qui le rongeait à la poitrine.
Affaire de famille. Le trajet jusqu'à l'école élémentaire Oak Ridge prit exactement 12 minutes. Caleb le savait car il y avait conduit Amani chaque matin depuis 1 an, regardant sa petite silhouette disparaître à travers ses portes en briques rouges. Aujourd'hui semblait différent. Il gara sa berline noire dans le parking des visiteurs, redressant sa cravate, plus par habitude que par nécessité. Le bureau d'accueil de l'école bourdonnait de l'activité typique des jours de semaine. Un parent devant lui enregistrait un élève en retard, tandis qu'un autre récupérait d'un enfant malade. Caleb s'avança vers le bureau, offrant son sourire le plus décontracté. « Ici pour déjeuner avec ma fille », dit-il calmement. La secrétaire leva à peine les yeux, faisant glisser un badge de visiteur sur le comptoir. Les parents venant pour le déjeuner n'étaient pas inhabituels. C'est exactement sur quoi ils comptaient. Les doubles portes de la cafétéria se dressaient devant, les sons des voix d'enfants devenant plus forts à chaque pas. Caleb vérifia sa montre. 12h15, la période de déjeuner venait de commencer. Il se glissa à l'intérieur, se laissant se fondre dans l'arrière-plan, près d'un mur décoré d'œuvres d'art d'étudiants. C'est alors qu'il la vit. Imani se tenait dans la file du déjeuner, son sac à dos violet légèrement de travers sur ses petites épaules. Ses mains serraient son plateau de déjeuner si fort que ses phalanges semblaient pâlir contre sa peau sombre. La vue de sa tension serra la gorge de Caleb. « Regardez qui c'est, la fée silencieuse. » Une voix aiguë coupa le bruit de la cafétéria. Un groupe d'élèves près de la table de devant ricana. « Hey, Thornton, pourquoi tu ne parles jamais? » Le chat t'a mangé la langue. Les épaules de Manny se voûtèrent légèrement, mais elle ne répondit pas. Elle fit un pas prudent en avant dans la file. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton déjeuner aujourd'hui? Je parie que c'est bizarre comme hier. » Une autre voix cria. Plus de rires suivirent. Les mains de Caleb se serrèrent sur ses côtés. Chaque fibre de son être voulait s'avancer pour arrêter cela immédiatement. Mais des années de négociations commerciales lui avaient appris la valeur de l'observation, de la collecte d'informations. Alors il resta debout, le cœur serré, et observa. Ses tresses ressemblent à des pattes d'araignée. Une fille avec des couettes blondes pointa du doigt et ricana. Et quel genre de nom de famille est Thornton pour quelqu'un comme elle de toute façon? Près du comptoir de la cantine, Darlene Whitcomb fouillait dans son sac à main, apparemment absorbée par la recherche de son portefeuille. Elle leva brièvement les yeux aux commentaires, puis les baissa, ses lèvres pressées en une ligne mince. Elle était assez proche pour entendre chaque mot, pourtant elle ne bougea pas. Imani atteignit le devant de la ligne. Son plateau de déjeuner trembla légèrement alors qu'elle essayait de l'équilibrer. Quelqu'un la bouscula par derrière, pas tout à fait accidentellement, la faisant trébucher en avant. « Oups !» vint la voix faussement innocente. « Je ne t'ai pas vu là. Tu es si tranquille. Tu es pratiquement invisible. » Caleb regarda sa fille, sa brave, douce fille, et se stabiliser sans un mot. Son visage resta soigneusement vide, mais il reconnut le léger tremblement de son menton, le même qu'il avait vu la nuit dernière pendant sa prière au coucher. Madame Whitcomb leva enfin les yeux, balayant la cafétéria d'un regard fatigué. « Tout le monde, trouvez vos places !» cria-t-elle sans conviction, avant de retourner à son achat de déjeuner. Les enfants se dispersèrent, riant toujours, jetant toujours des regards à Imani. Elle resta un instant, plateau en main, regardant la mer de table devant elle. Chaque siège sembla se remplir instantanément, des dos se tournant, des espaces se fermant comme des portes qui se fermaient. La poitrine de Caleb brûla d'un mélange de fureur et de chagrin. Ce n'était pas juste une mauvaise journée, ce n'était pas juste des enfants étant des enfants. C'était une exclusion systématique se déroulant juste sous les yeux vigilants d'adultes qui choisissaient de ne pas regarder trop attentivement. Finalement, Imani se dirigea vers une table de coin, vide sauf quelques serviettes oubliées. Elle s'assit avec la même précision soignée qu'elle montrait à la maison, arrangeant sa nourriture avec une dignité tranquille. Ses yeux restèrent fixés sur son plateau, ne se levant jamais pour rencontrer les pointages occasionnels ou les commentaires chuchotés des tables voisines.
Madame Witham passa, portant son propre déjeuner, se dirigeant vers la table des enseignants. Elle jeta un coup d'œil à Imani assise seule, hésita un instant, puis continua de marcher. Caleb resta enraciné à sa place, son esprit s'emballant avec toutes les choses qu'il voulait faire. Intervenir et la ramener à la maison, affronter l'enseignante, appeler chaque parent de chaque enfant qui avait parlé méchamment. Mais il savait aussi que les actions rapides poussées par la colère menaient rarement à des solutions durables. Sa fille avait besoin de plus qu'un simple sauvetage. Elle avait besoin de changement. La cafétéria bourdonnait du chaos normal du déjeuner de l'école primaire, rire, conversation, le cliquetis des plateaux en plastique et le froissement des sacs en papier. Mais dans ce coin, sa fille était assise dans une bulle d'isolement, mangeant soigneusement son déjeuner une petite bouchée à la fois, ses épaules droites malgré leur fardeau invisible. Elle avait 8 ans, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter, et elle le portait avec une grâce qui faisait gonfler son cœur de fierté et le brisait de chagrin simultanément. Caleb la regarda finir méthodiquement son déjeuner, notant comment elle gardait ses mouvements petits et contenus, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Quand elle se leva enfin pour débarrasser son plateau, elle bougea avec la même précision soignée qu'il avait remarquée à la maison, le genre qui vient d'essayer d'éviter l'attention, d'essayer d'être invisible. Les mains de Caleb agrippèrent le bord de sa table de cafétéria, les phalanges blanchissant. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête alors qu'il regardait sa fille se tenir seule, sa petite silhouette rigide de tension. D'autres enfants remplissaient les sièges autour d'elle, mais l'espace près d'Imani restait ostensiblement vide, comme un mur invisible l'entourait. Une fille avec des couettes blondes fronça le nez. « Burke, quelle est cette odeur? C'est encore ta nourriture? C'est du curry. » Un autre enfant cria. « Ma mère dit que ça pue toute la pièce. » Caleb remarqua comment les doigts d'Imani se serrèrent autour de son plateau de déjeuner, ses phalanges pâles contre le plastique bleu vif. Elle ne répondit pas, ne leva pas les yeux, ne bougea pas, resta juste là, endurant comme si elle avait appris que l'immobilité était plus sûre que le mouvement. Madame Witham, l'enseignante de service à la cantine, leva brièvement les yeux de son téléphone. Ses yeux balayèrent la scène avant, retournant à son écran, rejetant l'interaction comme de simples bavardages enfantins. Caleb regarda avec incrédulité alors qu'elle remuait distraitement son café, prêtant plus d'attention à ses médias sociaux qu'à la cruauté qui se déroulait devant elle. « Hé, épineux !» cria un garçon, insistant sur le surnom cruel. « Pourquoi tes cheveux ont-ils toujours l'air comme ça? Ton père ne peut-il pas se permettre une brosse? » La poitrine de Caleb se serra. Les tresses protectrices qu'il aidait soigneusement à maintenir chaque semaine, une compétence qu'il avait spécifiquement apprise pour Imani, étaient devenues une autre cible de leur moquerie. Il se souvenait avec quelle fierté Imani avait souri quand il avait réussi pour la première fois à faire une tresse correcte. Comme elle l'avait serré dans ses bras et avait dit que c'était parfait même si tous deux savaient que c'était de travers. Un groupe de filles passa devant Imani, bousculant délibérément son plateau. L'eau éclaboussa de sa tasse, mouillant la manche de sa chemise d'uniforme soigneusement repassée. Aucune d'elles ne s'excusa. Aucun adulte ne remarqua. Ou plutôt, réalisa Caleb avec une horreur croissante, ils choisirent de ne pas remarquer. Ce n'était pas aléatoire. La nature calculée des interactions, la façon pratiquée dont Imani absorbait chaque coup, c'était un rituel quotidien. Sa fille n'avait pas juste une mauvaise journée ou semaine. Elle survivait à une série de petites cruautés encore et encore. La jambe de Caleb se tendit, prête à se lever. Son instinct paternel lui criait d'aller là-bas, de protéger son enfant, d'exiger des réponses de cette enseignante négligente. Mais juste à ce moment-là, les yeux d'Imani se levèrent et rencontrèrent les siens à travers la cafétéria. Le regard dans ses yeux bruns profonds l'arrêta net. Il y avait de la reconnaissance, puis de la peur, puis quelque chose qui lui brisa le cœur.
une supplication tranquille et désespérée. Elle secoua la tête le plus légèrement possible, si subtilement que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Caleb connaissait le langage tacite de sa fille. Elle le suppliait. « S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne rends pas les choses pires. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça. » Sa fille, son enfant de 8 ans, lui demandait de la laisser porter ce fardeau seul. Caleb s'enfonça dans sa chaise, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Chaque fibre de son être se rebellait contre l'honneur de cette demande, contre le fait de regarder sa petite fille affronter cette tempête sans intervention. Mais il reconnut quelque chose dans sa supplication silencieuse, une dignité qu'elle se battait pour maintenir, une force qu'elle était déterminée à se prouver. Il resta assis, chaque seconde une éternité de témoin impuissant. Imani trouva finalement une table de coin vide, posant son plateau avec une précision soignée. Elle mangea de petites bouchées mesurées, ses mouvements délibérément silencieux et contenus, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible dans le monde. Le rire des autres enfants résonnait sur les murs, mais elle aurait aussi bien pu être assise dans une bulle de silence. La cloche du déjeuner sonna, son bourdonnement strident surprenant dans la cacophonie des chaises qui raclaient et des voix qui montaient. Caleb regarda Imani se lever, portant robotiquement son plateau aux poubelles. Plus de la moitié de son déjeuner alla à la poubelle. Un autre rituel quotidien, réalisa-t-il. Combien de repas avait-elle manqué? Combien de fois avait-elle eu faim plutôt que d'affronter ce champ de bataille déguisé en cafétéria? Les élèves passèrent devant lui en se dirigeant vers leur prochaine classe, mais Caleb ne pouvait pas bouger. Il resta assis là longtemps après que la pièce se fut vidée, fixant la table de coin où sa fille s'était assise. Le concierge commença à balayer entre les tables, lui lançant des regards curieux, mais Caleb remarqua à peine. Finalement, ses jambes le portant sans pensée consciente, il se dirigea vers le parking. Le soleil de midi était brillant et joyeux, moqueusement en désaccord avec l'obscurité qu'il ressentait à l'intérieur. Il déverrouilla la porte de sa voiture et se glissa derrière le volant, mais ne put se résoudre à démarrer le moteur. Ses mains reposaient sur le volant, le serrant trop fort. Tout son succès, tout son pouvoir et son influence soigneusement construits ne signifiaient rien face à la souffrance silencieuse de sa fille. Imani avait appris à se rendre invisible, à rétrécir et à s'effacer et à endurer, et lui, son père, son protecteur, l'avait complètement manqué. La vérité le frappa avec une clarté dévastatrice. Sa fille ne savait pas seulement comment disparaître. Elle l'avait perfectionnée en une forme d'art, une stratégie de survie si bien conçue que même lui, qui l'aimait plus que la vie elle-même, ne l'avait pas reconnue avant maintenant. Elle avait disparu juste sous ses yeux, pièce par pièce, jour après jour. Caleb regarda à travers le pare-brise, ne voyant pas le bâtiment de l'école devant lui, mais tous les matins silencieux, tous les mouvements prudents, toutes les douces déviations qui prirent soudain un sens horrible. Sa fille avait essayé de le protéger de sa douleur, l'apportant avec une grâce qu'aucun enfant ne devrait posséder. Sa poitrine lui fit mal d'un mélange de fierté pour sa force et de dévastation face à sa nécessité. La voiture resta immobile sur le parking, témoin silencieux du chagrin d'un père pour son enfant. Et le moment où il réalisa que parfois le plus grand courage n'est pas de riposter, c'est de voir. Vraiment voir ce que vos proches endurent en silence. Les lumières fluorescentes de la cafétéria s'étaient depuis longtemps estompées en nombre d'après-midi lorsque Caleb tourna enfin sa clé dans le contact. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il agrippait le volant, l'image d'Imani assise seule brûlant dans son esprit. Le trajet à la maison parut plus long que d'habitude, chaque feu de circulation lui donnant plus de temps pour rejouer ce qu'il avait vu. À la maison, il suivit sa routine du soir mécaniquement, vérifiant les emails, révisant les documents, préparant le dîner. La cuisine se remplit de l'arôme familier du poulet rôti et du riz, mais ses pensées restèrent dans cette cafétéria scolaire.
Quand Imani rentra à la maison, elle suivit son schéma habituel. Devoir d'abord, puis aidant à mettre la table, tout fait avec une précision tranquille. Ils s'assirent pour dîner ensemble, la vapeur montant de leurs assiettes dans le silence confortable de leur cuisine. Caleb regarda Imani arranger soigneusement sa nourriture, prenant de petites bouchées mesurées. La façon dont elle maniait sa fourchette si délibérément, si prudemment, lui rappela comment elle avait tenu son plateau de déjeuner plus tôt ce jour-là. « Imani, dit-il doucement, posant sa propre fourchette. « Pouvons-nous parler du déjeuner? » Elle leva les yeux, ses yeux sombres rencontrant les siens. La reconnaissance traversa son visage. Elle savait qu'il avait été là. Ses petites épaules se tendirent, puis se relâchèrent comme si elle laissait tomber un poids qu'elle avait porté trop longtemps. « Les autres enfants, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ils disent que ma nourriture est bizarre. Ses doigts traçaient des motifs sur la nappe. Hier, j'ai apporté du riz jollof, comme Madame Ada t'a appris à faire. Ils ont dit que ça sentait drôle. » La gorge de Caleb se serra. Madame Ada, leur voisine âgée, avait passé d'innombrables soirées à lui enseigner des recettes traditionnelles pour qu'Imani puisse goûter les saveurs de son héritage. Et Imani continua, ses mots prudents et mesurés, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. « Ils n'aiment pas mes cheveux. Ils disent que c'est trop différent. » Elle toucha l'une de ses tresses, les perles cliquetant doucement. Jasmine a dit, « Personne ne voudrait être ami avec quelqu'un qui me ressemble. » La manière factuelle dont elle prononça ces mots frappa Caleb plus fort que n'importe quelle colère n'aurait pu le faire. Il n'y avait pas d'indignation dans sa voix, pas de larmes, juste une acceptation tranquille, comme si elle déclarait simplement que le ciel était bleu ou que l'eau était mouillée. « Depuis combien de temps cela se passe-t-il » demanda-t-il, gardant sa voix douce. « Depuis le début de l'école, » répondit-elle, poussant un morceau de poulet autour de son assiette. « Mais ça va, papa, je prie pour ça. » Caleb sentit son cœur se fendre un peu plus. Sa fille ne devrait pas avoir à prier pour avoir la force de simplement déjeuner à l'école. « Tu sais que rien de ce qu'ils disent n'est vrai, n'est-ce pas? » dit-il, tendant la main à travers la table pour couvrir sa petite main de la sienne. Imani hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur son assiette. « Je sais, mais parfois. » Oh, elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois, savoir ne rend pas les choses plus faciles. Ils finirent le dîner en parlant de choses plus légères. Son test de maths, le livre qu'elle lisait, le cardinal qui avait visité leur mangeoire ce matin-là. Mais Caleb remarqua comment elle mangeait chaque bouchée de sa nourriture, comme pour compenser le déjeuner qu'elle n'avait pas pu finir à l'école. Plus tard ce soir-là, alors que Caleb aidait Imani à se préparer pour le lit, elle s'agenouilla près de son lit comme elle le faisait toujours. Ses petites mains jointes, la tête inclinée sur sa couette violette. « Cher Dieu, » commença-t-elle, sa voix claire et stable dans la pièce tranquille. « Merci pour papa et pour notre maison, et pour Madame Ada à côté. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. « S'il te plaît, aide-moi à être brave encore demain. Aide-moi à me souvenir de ce que papa dit sur le fait d'être forte à l'intérieur. Et s'il te plaît, aide les autres enfants à comprendre que différent n'est pas mauvais. » Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, son cœur à la fois gonflé de fierté et souffrant de douleur. Sa fille ne demandait pas que l'intimidation cesse, ou de nouveaux amis, ou même de l'aide. Elle demandait du courage pour affronter un autre jour. Après l'avoir bordée et l'avoir embrassée pour la bonne nuit, Caleb entra dans le couloir. Il resta là, une main appuyée contre la porte de sa chambre, écoutant sa respiration douce. Les photos de famille qui tapissaient le mur et semblaient le regarder. Des instantanés d'anniversaire, de vacances, de moments ordinaires rendus spéciaux par leur amour partagé. Debout là, dans la lumière tamisée du couloir, Caleb comprit avec une clarté écrasante que regarder depuis les coulisses n'était plus suffisant. L'endurance tranquille de sa fille n'était pas un signe de force. C'était un cri à l'aide.
Elle avait appris à se faire petite, à avaler sa douleur, à prier pour le courage au lieu du changement. Et il l'avait manqué, prenant son silence pour de l'ajustement, sa politesse pour de la paix. Le poids de cette réalisation s'installa lourdement sur ses épaules. Être témoin de sa douleur n'était plus suffisant. La protéger n'était pas seulement lui fournir un foyer sûr ou un confort matériel. C'était défendre sa dignité. C'était lui apprendre qu'elle méritait mieux qu'une endurance tranquille. Le soleil du matin jeta de longues ombres sur le parking de l'école alors que la voiture de Caleb s'arrêtait à la zone de dépôt. Il regarda Imani ramasser son sac à dos, ses mouvements prudents et mesurés comme toujours. Son cœur lui fit mal sachant ce qu'elle allait affronter aujourd'hui. « Passe une bonne journée, chérie, dit-il doucement. Imani lui donna un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Toi aussi, papa. » Alors qu'elle marchait vers l'entrée, sa tresse balançant doucement à chaque pas, Caleb prit sa décision. Au lieu de se diriger vers son bureau, il gara sa voiture et marcha directement vers l'entrée principale de l'école. La réceptionniste du bureau d'accueil leva les yeux avec une gaieté habituelle. « Bonjour, comment puis-je vous aider? Je suis Caleb Thornton, le père d'Imani Thornton. J'aimerais consulter ses dossiers scolaires et tous les rapports d'incidents impliquant sa classe. » Le sourire de la réceptionniste vacilla légèrement. « Oh, eh bien, cela nécessite une autorisation appropriée et un préavis. Je suis au courant des règlements de FERPA, dit Caleb calmement mais fermement. En tant que tuteur légal d'Imani, j'ai le droit de consulter ses dossiers scolaires. Je peux attendre pendant que vous vérifiez mon identité et préparez les documents. » 20 minutes plus tard, Caleb était assis dans une petite salle de conférence entourée de dossiers Bristol et de documents. Son ordinateur portable était ouvert et il commença méthodiquement à prendre des notes. Des heures passèrent alors qu'il parcourait rapport après rapport. Ce qu'il trouva lui tordit l'estomac. Les rapports d'incidents étaient marqués de descriptions vagues. Désaccords pendant la période de déjeuner. Conflits d'étudiants résolus par médiation par les pairs. Malentendus culturels traités. Les sections de résolution étaient encore plus troublantes. Étudiants conseillés. Situation surveillée. Aucune autre action requise. Caleb créa une feuille de calcul suivant les dates, les participants et les résultats. Un schéma apparut qu'il était impossible d'ignorer. Lorsque certains étudiants signalaient des problèmes, en particulier des enfants de couleur comme Imani, leurs préoccupations étaient systématiquement minimisées ou rejetées. Les mêmes comportements nuisibles étaient étiquetés comme des malentendus plutôt que comme du harcèlement ou de l'intimidation. Son téléphone vibrait avec des rappels de réunion tout au long de la journée, mais il demanda à son assistante de tout reporter. C'était plus important. En début d'après-midi, ses yeux étaient fatigués de lire, mais sa résolution n'avait fait que se renforcer. Un rapport en particulier se démarqua. Il y a 3 mois, Imani avait tranquillement dit à Mme Wickham que certaines filles continuaient de toucher ses cheveux sans permission. La réponse de l'enseignante était documentée comme suggérant que l'élève pourrait porter une coiffure différente pour éviter d'attirer l'attention. Caleb dut sortir prendre l'air. Après avoir lu celui-là, il se tint sur le parking, respirant profondément, les mains serrées sur les côtés. Quand il revint, il demanda les politiques anti-intimidation de l'école et les matériels de formation sur la diversité. La pile de papier résultante était mince et clairement dépassée. Alors que la journée d'école touchait à sa fin, il rassembla ses notes et rentra chez lui. La maison était silencieuse quand Imani arriva du bus. Elle le trouva dans son bureau à domicile, entouré de papiers et de post-it couverts de son écriture soignée. « Puis-je dessiner ici pendant que tu travailles ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, ma chérie. » Il dégagea un espace sur le coin de son bureau où elle pouvait s'asseoir et rester près de lui. Amy s'installa avec son carnet de croquis et ses crayons de couleur. Le grattement de ses crayons se mêla au son de la frappe de Caleb alors qu'il organisait ses découvertes. De temps en temps, il la regardait. Cette enfant précieuse et résiliente, qui avait appris à se faire petite,
dans l'espoir d'éviter de se faire remarquer. Le ciel extérieur s'assombrit à l'approche du soir. Les dessins d'Imani prirent une forme, de beaux motifs colorés qui parlaient de la créativité qu'elle portait en elle. La documentation de Caleb prit forme, elle aussi, mais elle peignait une image beaucoup plus sombre. En regardant sa feuille de calcul, il vit plus que de simples chiffres et dates. Il vit un système qui avait échoué à sa fille et à des enfants comme elle. Ce n'était pas une simple négligence ou des enseignants surchargés, incapables de tout voir. Le schéma était trop constant, les oublis trop sélectifs. « Imani, dit-il doucement, voudrais-tu commander une pizza pour le dîner? » Elle leva les yeux de son dessin et hocha la tête. « On peut prendre celle avec du fromage en plus? » Absolument. Alors qu'il passait la commande sur son téléphone, la vérité qu'il avait tournée en rond toute la journée se cristallisa enfin dans son esprit. Ce n'était pas juste une série d'incidents malheureux ou un personnel dépassé manquant des signaux importants. C'était un biais systémique profondément enraciné dans la culture et les politiques de l'école, affectant la façon dont les expériences de certains enfants étaient valorisées ou dévalorisées. Il la regarda ajouter une autre ligne de couleur prudente à son dessin. Sa fille méritait mieux. Tous les enfants le méritaient. La documentation étalée sur son bureau n'était pas juste du papier. C'était la preuve d'un système qui devait changer. Caleb commença un nouveau document, tapant lentement et délibérément. Plainte formelle et demande d'enquête. Les mots semblaient lourds de sens. Ce ne serait pas une solution rapide, mais ce serait un début. Parce que parfois l'amour signifiait plus que simplement réconforter son enfant. Cela signifiait se lever et exiger mieux pour tous les enfants. La salle polyvalente d'Oakwood Elementary bourdonnait de conversations feutrées, tandis que les parents arrivaient pour la réunion mensuelle de l'association parents-professeurs. Caleb choisit un siège dans les rangées du milieu, se fondant délibérément dans la foule, plutôt que de prendre sa place habituelle près de l'avant, où siégeaient généralement les membres du conseil et les donateurs éminents. Il portait une simple chemise boutonnée, au lieu de son costume habituel, laissant derrière lui sa persona de PDG. La pièce sentait le café et les biscuits au sucre disposés sur une table pliante près de l'entrée. Les parents bavardaient en petits groupes, leur voix créant un doux bourdonnement sous les lumières fluorescentes crues. Caleb remarqua comment ils se regroupaient naturellement, les membres du comité de collecte de fonds ensemble, les parents de classe dans un autre coin et une poignée de parents assis seuls, y compris une femme qu'il connaîtrait bientôt sous le nom de T.A. Reeves. La directrice Matthews ouvrit la réunion avec une gaieté habituelle. « Bienvenue à tous. Nous avons des nouvelles si excitantes sur notre collecte de fonds pour le carnaval de printemps. » Elle rayonnait dans la pièce, sa voix portant ce ton particulier d'enthousiasme forcé que Caleb avait appris à reconnaître des bulletins de l'école. La réunion se déroula selon son ordre du jour. Rapport budgétaire, événements à venir, inscription de bénévoles. Caleb prit des notes soignées non pas sur le contenu mais sur la dynamique, qui parlait, qui était écoutée, qui était poliment expédiée. Pendant la partie forum ouvert, Tanya Reeves leva la main. Elle était assise droite sur sa chaise, vêtue d'une tenue décontractée et chic qui suggérait qu'elle venait directement du travail. « J'aimerais discuter des préoccupations continues concernant l'intimidation pendant les périodes de déjeuner, dit-elle. » Sa voix stable mais prudente. Plusieurs parents ont signalé des incidents qui ne semblent pas être traités. Le sourire de la directrice Matthews ne faiblit jamais. « Merci d'avoir soulevé ce point, Madame Reeves. Je tiens à assurer à chacun que nous prenons tous les rapports très au sérieux. Notre personnel est entièrement formé à la résolution des conflits. » Avec respect, Tia continua. « Prendre les rapports au sérieux n'est pas la même chose qu'agir en conséquence. Mon fils a été ciblé à plusieurs reprises et la seule réponse que j'ai reçue est que la situation a été notée. » Une légère tension se glissa dans la voix de la directrice. « Nous suivons tous les protocoles du district pour enquêter sur de tels incidents. Peut-être pourrions-nous discuter de vos préoccupations spécifiques après la réunion. »
Caleb regarda les autres parents se tortiller inconfortablement sur leur siège. Il reconnut la danse prudente des mots. Comment enquêter ne signifiait pas résoudre. Comment discuter après la réunion signifiait vraiment rejeter en privé. J'ai essayé d'en discuter en privé. Théa insista à plusieurs reprises. Le problème n'est pas seulement avec mon enfant. Il y a un schéma ici qui doit être abordé ouvertement. Nous apprécions votre passion pour le bien-être des étudiants. La directrice Matthews répondit en douceur. Maintenant, à propos de nos plans pour le carnaval de printemps. Caleb remarqua à quelle vitesse le sujet changea, à quelle efficacité les préoccupations de Théa furent enveloppées dans un poli remerciement et mises de côté. Il vit d'autres parents, principalement des minorités, hocher légèrement la tête aux mots de Théa, tout en restant silencieux eux-mêmes. La réunion avança, mais le courant sous-jacent des problèmes non résolus resta palpable. Après la réunion, Caleb rentra chez lui, son esprit traitant tout ce qu'il avait vu. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la rue alors qu'il se garait dans son allée. Aujourd'hui était une demi-journée à l'école, et Emani avait déjà été récupérée par leur femme de ménage de confiance, Madame Chen. Il les trouva dans la cuisine, Emani assise au comptoir pendant que Madame Chen rangeait après le déjeuner. « Papa. » Le visage d'Emani s'éclaira. « On peut te faire quelque chose à manger? » Madame Chen a dit, « Nous avons tous les ingrédients pour des biscuits aux pépites de chocolat. » La simple demande livrée avec tant d'espoir lui serra le cœur. « Bien sûr que nous le pouvons, ma chérie. Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de passer l'après-midi. » Madame Chen sourit d'un air entendu en ramassant ses affaires pour partir. « Tout ce dont vous avez besoin est sur le comptoir. Amusez-vous bien, vous deux. » Une fois seuls, Caleb et Emani se lancèrent dans leur routine de pâtisserie familière. Il l'aida à mesurer la farine tandis qu'elle cassait les œufs avec une concentration minutieuse. La cuisine se remplit du parfum chaleureux de l'extrait de vanille et du beurre. « Tu te souviens comment nous faisions ça tous les vendredis? » demanda Amani, remuant la pâte avec une concentration déterminée. « Je m'en souviens, » répondit Caleb, la regardant travailler. « On était plutôt bons, n'est-ce pas? Ouais. » Elle sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « J'aime quand nous cuisinons ensemble. Ça fait comme si tout allait bien. » Caleb sentit le poids de ses mots. Il l'aida à mettre la pâte sur des plaques de cuisson, notant à quel point elle était précise avec chaque portion. « Tu sais ce que j'aime dans la pâtisserie, » dit-il doucement. « Comme ça prend du temps, comme tu dois faire attention et vraiment écouter pour savoir quand les choses sont prêtes. » Amani hocha la tête, semblant comprendre qu'il voulait dire plus que de simples biscuits. Parfois, les choses ont besoin de plus de temps que la recette ne le dit. Elle offrit tranquillement. C'est exactement ça. Il l'aida à glisser la première fournée dans le four. Et c'est bien comme ça. Ils passèrent l'après-midi à faire de la pâtisserie, parlant de petites choses, de saveurs préférées, de moments amusants, d'émissions de cuisine, de savoir si les pépites de chocolat étaient meilleures que les M&M's dans les biscuits. À chaque fournée, les épaules d'Imani se détendaient un peu plus. Son rire venait plus facilement. Elle se déplaçait dans leur cuisine avec une confiance croissante, fière de ses compétences en développement. Alors qu'ils étaient assis ensemble à l'îlot de la cuisine, partageant des biscuits chauds et du lait froid, Caleb regarda le visage de sa fille, où elle fredonnait doucement, ses jambes se balançant librement sous sa chaise. C'était la plus détendue qu'il l'ait vue depuis des semaines. L'après-midi lui avait donné quelque chose dont elle avait désespérément besoin, un espace sûr pour être simplement elle-même. Des miettes éparpillées sur le comptoir, alors qu'Imani cassait un autre biscuit en deux, lui offrant le plus gros morceau. Le simple geste de partage, de confiance, lui rappela puissamment ce qu'il avait vu à la réunion. Parfois, les choses les plus importantes étaient dites dans les plus petites actions, dans une mère élevant la voix bien que sachant qu'elle serait renvoyée, dans un enfant offrant la moitié de son biscuit même après avoir appris que le partage pouvait la rendre vulnérable. La cuisine était chaude de la chaleur persistante du four et riche du parfum des biscuits cuits.
Par la fenêtre, le soleil de l'après-midi peignait tout d'un or doux. Le sourire d'Imani, libre et sincère, lui en disait plus que n'importe quel rapport scolaire sur ce qui comptait vraiment. Le lundi matin arriva avec un soleil doré qui traversait les fenêtres de la cuisine. Caleb ajusta sa cravate, regardant Imani prendre son petit déjeuner. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se dépêchait pas de manger ou ne s'asseyait pas les épaules tendues. « Prête pour une nouvelle semaine ?» demanda-t-il, se versant une deuxième tasse de café. Imani hocha la tête, ses tresses se balançant. « J'ai mis des carottes supplémentaires aujourd'hui, » dit-elle, tapotant son sac à lunch, « et mes devoirs de maths sont tous faits. » Le week-end avait été chargé pour Caleb. Après mûre réflexion, il rédigea une proposition pour un programme de mentorat étudiant comprenant des initiatives anti-harcèlement et des activités de sensibilisation culturelle. Il avait signé les chèques lui-même, s'assurant que l'école disposait de ressources pour la formation et les matériaux. Quand ils s'arrêtèrent à l'école, la directrice Stevens attendait à l'entrée, accueillant les élèves. Son sourire s'élargit à l'approche de Caleb et Imani. « Monsieur Thornton, merci encore pour votre généreux soutien, » dit-elle, lui tendant la main. « Nous mettons en œuvre les nouveaux programmes cette semaine. » Caleb lui serra fermement la main. « Je suis heureux d'aider. Parfois, il suffit de quelqu'un qui veut faire le premier pas. » À l'intérieur de l'école, les enseignants qui auparavant semblaient distants souriaient maintenant chaleureusement à Amy. Madame Whitham, son professeur principal, avait déjà mis en place un système de binôme pour les projets de classe, assurant qu'aucun élève ne travaillait seul. Pendant le déjeuner ce jour-là, Ruth Anser, une des aides de la cafétéria, s'approcha de la table d'Imani. Ses yeux aimables se plissèrent au coin alors qu'elle souriait. « Chérie, » dit Ruth Ann doucement, « je t'ai gardé une place à la table 4. Sarah et Marcus sont là. Ils travaillent aussi sur le projet de la foire scientifique. » Amy leva les yeux vers Ruth Ann, puis vers son père, qui était venu aider à lancer le nouveau programme. Caleb lui fit un signe de tête encourageant. D'un pas prudent, Imani se déplaça vers la nouvelle table. Sarah, une fille avec des lunettes et des cheveux roux bouclés, se poussa pour faire de la place. « Hé, Imani, tu fais aussi l'expérience sur les plantes? » Pour la première fois depuis des mois, la période de déjeuner d'Imani fut remplie de conversations au lieu de silence. Ruth Ann regarda depuis son poste, croisant occasionnellement le regard de Caleb avec un sourire complice. Cet après-midi-là, Imani est pratiquement entrée en rebondissant dans la voiture après l'école. Papa, Sarah a demandé si je voulais être sa partenaire pour le projet de science. Je peux? Caleb sentit sa gorge se serrer d'émotion. Bien sûr que tu peux, ma chérie. Les jours suivants apportèrent de petits mais significatifs changements. Le mardi matin, Imani passa du temps supplémentaire à choisir ses vêtements, non par anxiété, mais par excitation. Elle avait des plans pour s'asseoir à nouveau avec ses nouvelles amies. « Sarah aime mes tresses », dit-elle à Caleb alors qu'il la conduisait à l'école. Elle a dit qu'elle ressemblait à de beaux motifs. Les enseignants avaient adopté le nouveau programme de soutien avec enthousiasme. Caleb recevait des mises à jour quotidiennes sur les sessions de formation à la diversité et les activités d'engagement des élèves. Madame Whitham a même lancé une journée d'échange culturel où les élèves pouvaient partager les traditions de leur famille. Mercredi au déjeuner, Ruth Ann s'assura que les enfants qui avaient autrefois taquiné Imani étaient assis séparément, laissant aux nouvelles amitiés de la place pour grandir. Elle garda un œil attentif, mais sa présence était douce, plus nourrissante qu'autoritaire. « Ton papa a fait une chose merveilleuse. » Ruth Ann dit à Imani tranquillement, alors qu'elle aidait à nettoyer un carton de lait renversé. Parfois, il suffit d'une personne pour aider les autres et la voir clairement. Ce soir-là, Caleb et Imani étaient assis à leur table de dîner, les restes de poulet sautés sur leurs assiettes. Imani lui racontait ses plans pour son projet scientifique, ses mains bougeant avec animation, alors qu'elle expliquait comment faire pousser des haricots dans différents types de sols, et Sarah a dit que nous pourrions faire l'expérience chez elle parfois aussi. Sa mère a dit que c'était bon, Imani débordait d'excitation. « C'est merveilleux, ma chérie, » répondit Caleb,
le cœur rempli de la voir si heureuse. « Oh, et devine quoi? » Imani continua, respirant à peine. « Marcus m'a montré son déjeuner aujourd'hui. Il apporte du curry parfois, juste comme moi. Il a dit, « Peut-être qu'on peut échanger nos déjeuners demain. » Un rire s'échappa de la gorge de Caleb, non seulement à cause de son enthousiasme, mais à la joie pure de voir sa fille enfin se sentir libre d'être elle-même à l'école. Le son de leur rire épartagé remplit la cuisine, rebondissant sur les murs et les enveloppant comme une chaude étreinte. Les mots de Ruth Ann du déjeuner ce jour-là résonnèrent dans son esprit. Parfois, il suffit d'une personne. Mais regardant le sourire lumineux d'Imani, Caleb savait qu'il avait fallu beaucoup de gens, des enseignants désireux d'apprendre, des enfants prêts à être gentils et une aide de la cantine au cœur d'or. Surtout, il avait fallu le propre courage tranquille d'Imani pour continuer à espérer des jours meilleurs. « Papa. » La voix d'Imani le ramena au moment présent. « On peut faire des cookies pour ma classe la semaine prochaine? » Madame Whitcomb a dit qu'on peut apporter des gâteries pour la journée d'échange culturel. Absolument. Caleb sourit, tendant la main à travers la table pour tenir la sienne. On peut faire la recette spéciale de Grand-mère Rose. Plus de rires bouillonnèrent entre eux alors qu'ils commençaient à planifier leur aventure de pâtisserie. La cuisine se remplit du genre de joie qui vient de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être, entouré de personnes qui vous voient pour qui vous êtes. Les plats du dîner restèrent oubliés sur la table, alors que père et fille se dirigeaient vers le canapé. Imani dessinait avec enthousiasme des plans pour leur projet de pâtisserie de biscuits, pendant que Caleb écoutait, remerciant silencieusement Dieu pour le son du bonheur de sa fille. Le jeudi matin avait commencé avec une telle promesse. Le soleil peignait des bandes chaudes sur le comptoir de la cuisine alors que Caleb emballait le déjeuner préféré d'Imani, du riz Yolof avec des plantains, juste comme elle l'aimait. Elle souriait plus dernièrement, ses épaules détendues, sa voix portant des notes de joie qui avaient manqué depuis trop longtemps. Mais quand Caleb la récupéra cet après-midi-là, le changement fut immédiat et déroutant. Imani grimpa sur la banquette arrière avec des mouvements prudents, son sac à dos serré près d'elle comme un bouclier. La luminosité de ses yeux avait diminué. « Comment s'est passée ta journée, chérie? » demanda Caleb, la regardant dans le rétroviseur. Imani lissa sa jupe d'uniforme, un geste qu'il reconnaissait comme auto-apaisant. Mademoiselle Whitham a dit « Je dois arrêter d'être si sensible. » Les mains de Caleb se serrèrent sur le volant. Que s'est-il passé? Pendant le temps de lecture, des enfants chuchotaient encore à propos de mes cheveux. La voix d'Imani devint plus petite. J'ai levé la main comme nous sommes censés faire quand quelqu'un était perturbateur. Mais Madame Whitcomb a dit que je devrais apprendre à l'ignorer parce que cela fait partie de grandir. La voiture sembla soudain trop chaude. Caleb ajusta la climatisation, gagnant du temps pour stabiliser sa voix. Autre chose s'est-il passé? Elle m'a fait rester après la classe. Elle a dit que peut-être je devrais essayer plus fort de m'intégrer. Les doigts d'Imani traçaient le motif sur son sac à lunch. La nourriture est revenue intacte encore. Quand ils rentrèrent à la maison, le téléphone de Caleb bipa avec une notification par email. L'expéditeur était Darlene Whitcomb, sa mâchoire se serra en lisant. « Cher Monsieur Thornton, je voulais prendre contact concernant les défis sociaux d'Imani. Bien que nous apprécions sa participation en classe, il semble y avoir un schéma d'hypersensibilité aux interactions normales entre pairs. Peut-être pourrions-nous discuter de stratégies pour l'aider à mieux s'intégrer à ses camarades de classe. Sincères salutations, Darlene Whitcomb. » Caleb lut l'email 3 fois, chaque mot frappant comme une petite pierre. La formulation soignée, le subtil déplacement de la responsabilité sur sa fille de 8 ans. C'était magistralement fait. Il programma une réunion immédiate avec le directeur Lockage. Les couloirs de l'école étaient silencieux à 16h30 quand Caleb arriva. Ses pas résonnèrent contre des sols polis alors qu'il s'approchait du bureau de l'administration. Le bureau de Gerald P. Lockage parlait d'une autorité soigneusement organisée,
des diplômes montés en parfait alignement, un bureau trop grand pour l'espace et des chaises positionnées de sorte que les visiteurs s'asseyaient légèrement plus bas que le directeur lui-même. Monsieur Thornton, Lockridge se leva, offrant un sourire habituel qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je comprends que vous avez des préoccupations. J'en ai. » Caleb resta debout jusqu'à ce que Lockridge lui fasse signe de s'asseoir. « Je suis troublé par la façon dont l'école gère les incidents d'intimidation, en particulier la suggestion que ma fille est le problème. » L'expression de Lockridge passa à une préoccupation habituelle. Maintenant, l'intimidation est une accusation assez sérieuse. Ce que nous avons observé sont des ajustements sociaux normaux. Les enfants de cet âge apprennent à naviguer dans les relations en se moquant de la nourriture et de l'apparence des autres enfants. Caleb garda sa voix égale. Monsieur Thornton Lockridge se pencha en avant, croisant les mains sur le bureau. Nous avons déjà fait d'importantes adaptations. Les arrangements de sièges pour le déjeuner, le programme de soutien aux élèves que vous avez généreusement parrainé, mais nous devons faire attention à ne pas créer un environnement trop sensible. Le choix des mots n'était pas accidentel. Caleb nota comment il faisait écho à l'email de Mme Whiteham. « Ma fille n'est pas trop sensible. Elle est ciblée. C'est une interprétation plutôt forte. » Le ton de Lockridge contenait une pointe d'avertissement. « Nous sommes fiers de maintenir l'harmonie dans notre communauté scolaire. Parfois, des parents bien intentionnés peuvent, par inadvertance, aggraver des situations qui se résoudraient naturellement. » La menace était subtile mais claire. Pousser trop fort et les choses pourraient empirer. Caleb sentit le poids familier du pouvoir institutionnel s'installer autour d'eux comme de la poussière. « J'apprécie votre temps. » Caleb dit, se levant. « Mais je veux être clair. Suggérer qu'un enfant de 8 ans devrait simplement endurer de mauvais traitements n'est pas maintenir l'harmonie. C'est imposer le silence. » Le sourire de Lockridge se crispa. « Nous voulons tous le meilleur pour des enfants, Monsieur Thornton. J'espère que vous considérerez attentivement comment procéder. Parfois, l'approche la plus utile est de laisser nos éducateurs expérimentés guider ces situations. » En rentrant dans sa voiture, Caleb sentit tout le poids de ce qu'il avait vu. Les bureaux polis, le langage prudent, les avertissements subtils. Il ne s'agissait pas de protection du tout. Chaque système en place ne servait pas à protéger les enfants du mal, mais à protéger l'institution de la responsabilité. Il s'assit dans sa voiture, pensant aux prières silencieuses d'Imani, à ses mouvements prudents, à son esprit doux qui restait pourtant intact. Les dynamiques de pouvoir étaient claires maintenant, non seulement dans les taquineries de la cour de récréation ou les renvois de classe, mais dans chaque email soigneusement formulé et chaque réponse administrative. Le système n'était pas cassé. Il fonctionnait exactement comme prévu, pour maintenir l'ordre par le silence, pour préserver la paix en exigeant la conformité de ceux qui souffraient plutôt que de s'adresser à ceux qui causaient du tort. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait sur le parking, Caleb comprit avec une clarté écrasante que cela ne concernait plus seulement sa fille. Il s'agissait de chaque enfant qui avait appris à avaler sa douleur, de chaque parent qui avait été poliment renvoyé, de chaque voix qui avait été réduite au silence au nom de l'harmonie. Le poids de cette prise de conscience s'installa lourdement dans sa poitrine alors qu'il démarrait la voiture. Il pensa à Imani qui l'attendait à la maison, probablement dessinant tranquillement à son bureau, croyant toujours en la bonté malgré tout. Le volant semblait froid sous ses mains alors qu'il le serrait, comprenant maintenant que la vraie bataille n'était pas contre la cruauté évidente, mais contre le pouvoir lisse et poli qui rendait le silence plus sûr que la vérité. Le doux bourdonnement du vendredi soir s'installa sur le bureau à domicile de Caleb, alors qu'il était assis à son bureau, le téléphone pressé contre son oreille. La lumière dorée du coucher de soleil traversait les fenêtres, projetant de longues ombres sur le parquet. Son ami Marcus, un autre PDG qui siégeait à plusieurs conseils scolaires, écoutait patiemment à l'autre bout de la ligne. Il y a une ouverture à l'Académie Riverside. Marcus a dit, leurs initiatives de diversité sont vraiment significatives,
Pas juste des paroles. Je pourrais passer un coup de fil. Caleb se frotta les tempes, sentant le poids de la semaine peser. Quelle est leur approche de l'intimidation? Tolérance zéro. De réelles conséquences, pas seulement des paroles en l'air. De plus, leurs services de soutien aux élèves sont de premier ordre. Marcus fit une pause. Écoute, Caleb, je sais que tu veux te battre, mais parfois la meilleure chose pour nos enfants est de les mettre en sécurité. Ce qu'aucun des deux hommes ne réalisa, c'est qu'elle se tenait figée dans le couloir juste devant la porte du bureau. Elle était descendue pour un verre d'eau, ses pieds couverts de chaussettes silencieux sur les escaliers. Maintenant, sa petite main serrait l'encadrement de la porte, son cœur battant plus vite alors qu'elle écoutait. « Peut-être que tu as raison, soupira Caleb. Je déteste juste l'idée de fuir ça, mais le bien-être d'Imani doit passer en premier. » Un petit son, quelque chose entre un halètement et un gémissement, fit Caleb se retourner. Imani se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux. Son pyjama rose semblait trop lumineux contre son expression affligée. « Imani, chérie, commença Caleb rapidement, mettant fin à l'appel. « S'il te plaît, ne me fais pas partir, » elle murmura, sa voix tremblante. Puis, comme si un barrage avait cédé, les mots s'échappèrent d'elle. « Je ne veux pas aller dans une nouvelle école. Je ne veux pas recommencer. Je ne peux pas. » Ses épaules tremblèrent alors qu'elle essayait de retenir ses sanglots. Caleb traversa la pièce en 3 enjambées rapides, s'agenouillant à son niveau. « Hé, ça va, rien n'est décidé. Je parlais juste. Mais tu veux que je parte? » La force de son émotion les surprit tous les deux. Tout le monde veut toujours que je parte quand les choses deviennent difficiles. Les mots frappèrent Caleb comme un coup physique. Il se souvint de son dossier, de la série de foyers d'accueil avant lui. Chaque déménagement étiqueté comme pour le mieux. Chaque fois, c'était elle qui avait dû s'adapter, recommencer, prouver qu'elle méritait de rester. Amy croisa les bras autour d'elle, quelque chose qu'elle faisait quand elle se sentait vulnérable. « Je prie chaque nuit, papa, non seulement pour être brave, mais elle est prise d'une inspiration tremblante. Je prie pour que quelqu'un voie ce qui se passe, vraiment le voir. Pas seulement le réparer en me faisant partir. » Caleb sentit sa gorge se serrer. « Viens ici, dit-il doucement, ouvrant les bras. » Elle hésita puis s'avança, le laissant la tenir. Ses larmes mouillèrent sa chemise. « Je ne veux pas être secourue, » continua-t-elle, sa voix étouffée contre son épaule. « Je veux que les choses changent, pas seulement pour moi, pour Jasmine aussi, et Marcus et tous les autres enfants qui sont traités différemment. » Il lui caressa les cheveux, les tresses soignées qu'il avait appris à entretenir lui-même. « Mais chérie, te voir souffrir comme ça. » Elle recula légèrement, le regardant avec des yeux qui contenaient une sagesse au-delà de son âge. « Parfois, les choses font mal parce qu'elles doivent changer, pas parce que nous devons fuir. » La simple vérité de ces mots l'arrêta net. Ici, il était un homme d'affaires prospère, habitué à résoudre les problèmes avec pouvoir et ressources, et sa fille de 8 ans lui enseignait le courage. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il doucement. Un petit sourire traversa son visage. « Je pense que Dieu met de la sagesse dans nos cœurs quand nous en avons le plus besoin. » Caleb se leva, la soulevant facilement. « Retournons te coucher, il est tard. » Ils montèrent les escaliers ensemble, la maison silencieuse sauf leurs pas et le bourdonnement lointain du système de chauffage. Dans sa chambre, entouré des doux murs violets et des lumières scintillantes qu'ils avaient choisies ensemble, Imani grimpa dans son lit. Caleb replia la couverture autour d'elle, puis s'agenouilla près du lit. « Imani, » dit-il prudemment, « je veux que tu saches quelque chose. Quand je t'ai adopté, j'ai promis de te protéger. Parfois, j'ai peur de ne pas le faire assez bien. » Elle tendit la main et toucha sa joue, un geste si tendre qu'il lui serra le cœur. « Tu me protèges en étant là, papa, en écoutant, en me croyant. »« Je te crois, » dit-il fermement, « et je te promets ceci. Nous ne fuirons pas.
Nous nous tiendrons ensemble et affronterons cela même quand c'est difficile, même quand il serait plus facile de partir. Il prit sa petite main dans la sienne. Nous travaillerons pour améliorer les choses, non seulement pour toi, mais pour tout le monde. Cela pourrait prendre du temps, et ce ne sera peut-être pas facile, mais nous le ferons ensemble. Les yeux d'Emani brillèrent de nouvelles larmes. Mais celle-ci était différente d'avant. Tu promets? Je promets. Il lui serra doucement la main. Et tu sais quoi? Tes prières ont été exaucées. Tu es vu non seulement par moi, mais par Dieu. Et il t'a donné un cœur si beau qui veut aider les autres, pas seulement toi-même. Elle sourit alors, un vrai sourire qui illumina tout son visage. On peut prier ensemble? Bien sûr. Ils inclinèrent la tête, et une voix douce remplit la pièce tranquille. Cher Dieu, merci de m'avoir donné un papa qui écoute. Merci de m'avoir aidé à être assez brave pour dire la vérité. S'il te plaît, aide-nous à améliorer les choses à l'école, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et s'il te plaît, aide papa à être brave. Si, Amen, Amen. Caleb répéta, le cœur plein. Il resta agenouillé près de son lit longtemps après que sa respiration se fût régularisée dans le sommeil, observant le paisible lever et tomber de sa poitrine. Dans la douce lueur de sa veilleuse, il fit une autre promesse silencieuse, non seulement de rester avec elle, mais d'apprendre d'elle. Le courage de sa fille n'était pas de se battre ou de fuir, mais de rester présente et d'espérer le changement. Elle lui avait montré que la vraie force ressemblait parfois à une fille du temps, priant non pour s'échapper, mais pour la justice. Le lundi matin se leva avec une fraîcheur automnale. Caleb était assis à l'îlot de sa cuisine, son ordinateur portable ouvert, regardant Amani étaler soigneusement du beurre de cacahuète sur son pain grillé de blé entier. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier alors qu'il relisait l'email une dernière fois. Objet. Demande de forum à l'échelle du district sur le climat scolaire et la dignité des élèves. Son cœur battait contre ses côtes. Ce n'était pas la communication typique des donateurs remplis de suggestions polies et de diplomatie prudente. C'était différent. Brut, honnête, nécessaire. Emani leva les yeux de son petit déjeuner. « Papa, ça va? » Caleb réussit un petit sourire. « Juste pensante, ma chérie. » Il cliqua sur « Envoyer » avant de pouvoir se remettre en question à nouveau. En moins d'une heure, son téléphone commença à sonner. Vint d'abord le message de sa directrice des relations publiques, Sarah Chin. « Nous devons parler dès que possible. » À 10h, il avait libéré son emploi du temps pour une réunion d'urgence dans la salle de conférence principale de l'entreprise. 5 de ses conseillers les plus fiables étaient assis autour de la table brillante, leur visage marqué par l'inquiétude. « Caleb, » commença Sarah, sa voix habituellement confiante, hésitante. « Je comprends tes intentions, mais ce forum, c'est risqué. Très risqué. » Marcus Thompson, son conseiller juridique, hocha la tête gravement. Le conseil scolaire pourrait voir cela comme une action hostile. Votre position en tant que donateur majeur, je n'appelle pas ce forum en tant que donateur, interrompit Caleb, sa voix ferme mais tranquille. Je l'appelle en tant que père, en tant que membre de cette communauté. C'est exactement ce qui nous préoccupe, dit James Rivera, chef des relations communautaires. Vous êtes l'un des leaders commerciaux les plus importants de cette ville. Tout ce que vous faites a du poids. Le district pourrait voir cela comme une tentative de les forcer la main. Caleb se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville s'étendre en contrebas. Peut-être est-il temps que nous arrêtions de nous soucier de l'apparence des choses et que nous commencions à nous concentrer sur la réalité des choses. Le timing, insista Sarah. Avec le lancement de la nouvelle initiative éducative le trimestre prochain, il y aura toujours des raisons d'attendre. Caleb se retourna pour leur faire face. Toujours quelque chose en cours. Toujours des relations délicates à protéger. Pendant ce temps, des enfants souffrent. Ma fille souffre. Et elle n'est pas seule. La pièce tomba dans le silence. Caleb pouvait sentir le poids de leur inquiétude, de leurs instincts professionnels de protéger et de gérer et de contrôler le récit.
Mais il pensa aux prières silencieuses d'Imani, à ses mouvements prudents, à ses sourires courageux. J'ai déjà envoyé des invitations à chaque membre du conseil scolaire, à chaque directeur et à chaque président d'association de parents du district, dit-il tranquillement. Le communiqué de presse sort cet après-midi. Les épaules de Sarah s'affaissèrent. Au moins, laissez-nous aider à façonner le message. Le message est simple. Nous devons parler honnêtement de ce qui se passe vraiment dans nos écoles. Tout au long de la journée, les réponses affluèrent, certaines de soutien, beaucoup prudentes, quelques-unes ouvertement hostiles. L'email du directeur Locke était particulièrement incisif. Bien que nous apprécions votre intérêt continu pour les affaires scolaires, nous devons exprimer notre inquiétude quant à la nature potentiellement perturbatrice d'un tel forum. En fin d'après-midi, les médias locaux avaient repris l'histoire. Le téléphone de Caleb vibrait constamment avec des messages d'autres parents, d'enseignants et de leaders communautaires. Certains le remerciaient de prendre position. D'autres le mettaient en garde contre le fait de faire des vagues. Le trajet de retour à la maison ce soir-là parut plus long que d'habitude. Quand il franchit la porte, il trouva Imani assise à la table de la salle à manger, ses devoirs étalés devant elle. Elle leva les yeux avec ses yeux sages qui parfois lui faisaient oublier qu'elle n'avait que 8 ans. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, reprenant sa question habituelle. Caleb s'assit à côté d'elle. Différente, un peu effrayante en fait. Imani posa son crayon. « À cause de la réunion que tu prévois, j'ai entendu Mme Whitcomb en parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? » Imani haussa les épaules, mais ses épaules se tendirent légèrement. Elle a dit que parfois les gens devraient laisser les choses telles quelles. Caleb sentit cette vague familière de colère protectrice, mais garda sa voix douce. « Qu'en penses-tu? » Elle resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant le bord de sa feuille de calcul. Dire la vérité, c'est toujours effrayant. La question le frappa comme une force physique. Il pensa à tous les emails soigneusement rédigés qu'il avait reçus ce jour-là, à tous les avertissements diplomatiques et aux préoccupations professionnelles. Puis il pensa au déjeuner silencieux de sa fille et à ses prières murmurées. « Oui, répondit-il honnêtement. Parfois, dire la vérité est très effrayant, surtout quand c'est une vérité importante qui pourrait mettre les gens mal à l'aise. Alors, comment sais-tu quand il faut le faire? » Caleb tendit la main et couvrit sa petite main de la sienne. « Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, ma chérie. C'est de faire ce qui est juste, même quand tu as peur. » Imani hocha la tête lentement, traitant cela comme Daniel dans la fosse aux lions. Exactement comme ça. Il lui serra doucement la main. Parfois, le plus dur n'est pas d'affronter les lions. C'est d'ouvrir la porte de la fosse en premier lieu. Plus tard cette nuit-là, après qu'Imani se fut couché, Caleb s'assit à son bureau, finalisant les détails du forum. Le lieu était sécurisé, la salle communautaire de la bibliothèque centrale, un terrain neutre. La date était fixée pour dans 2 semaines, donnant à chacun le temps de se préparer, mais pas assez de temps pour dévier indéfiniment. Il commença à envoyer les invitations formelles, chacune adressée personnellement, au directeur Lockridge, à Mme Whiteham, à Ruth Anser, la gentillette de la cantine, à chaque parent qui avait déjà exprimé une préoccupation et avait été poliment renvoyé, à chaque enseignant qui aurait plus à dire que leur position ne le permettait. À chaque clic du bouton d'envoi, il sentait la tension monter, non seulement dans ses épaules, mais dans l'air même autour de lui. Il ne s'agissait plus seulement d'Imani. Il ne s'agissait même plus seulement de leur école. Il s'agissait de dire la vérité dans des espaces où le silence était devenu confortable pour certains et écrasant pour d'autres. Il garda la dernière invitation pour Tanya Reeves, se souvenant comment ses préoccupations avaient été rejetées lors de cette réunion de parents. Sa réponse vint presque immédiatement. Il était temps. Comptez-moi. Caleb ferma son ordinateur portable et marcha tranquillement vers la chambre d'Imani. Elle dormait paisiblement, sa girafe en peluche préférée sous un bras. Il pensa à tout le courage qu'il lui avait fallu pour lui dire la vérité sur l'école,
pour briser ce silence prudent qu'elle avait construit autour d'elle. « Tu es plus courageuse que moi, » il murmura, puis ferma doucement sa porte. Chapitre 12. La scène du Forum 1. L'auditorium de l'école se remplit lentement le mardi soir. Une tension tranquille planait dans l'air. Les chaises pliantes métalliques grinçaient alors que parents, enseignants et administrateurs trouvaient leur place sous les lumières fluorescentes crues. L'espace semblait à la fois trop grand et trop petit. Caleb était assis au premier rang, sa main enveloppée de manière protectrice autour de la petite main d'Imani. Elle portait sa robe jaune préférée, ses tresses nettes et précises, maintenues par des perles jaunes qui cliquetaient doucement quand elle bougeait. Son autre main serrait un petit carnet couvert d'autocollants arc-en-ciel. « Tu vas bien, ma chérie ?» murmura Caleb. Amani hocha la tête, mais sa poigne se resserra sur sa main. Sur la scène, le directeur Lockridge ajusta le pied de microphone, son sourire habituellement confiant semble entendu. Les membres du conseil scolaire s'alignèrent derrière lui dans leur tenue formelle, les visages soigneusement neutres. La réunion commença par des questions de procédure standard, mais la politesse répétée ne pouvait masquer l'électricité dans la pièce. Lorsque la parole fut ouverte aux commentaires du public, il y eut un moment de silence épais. Puis Reeves se leva, la même mère que Caleb avait vu se faire rejeter lors de la réunion précédente. Sa voix trembla légèrement, mais ses mots résonnèrent clairement. « Mon fils Marcus est rentré à la maison en pleurant 3 fois la semaine dernière, » dit-elle. « Chaque fois, il m'a supplié de ne rien dire parce que cela empirerait les choses. Quel genre de message envoyons-nous à nos enfants quand rester silencieux semble plus sûr que de prendre la parole? » Un murmure se propagea dans la foule. Un autre parent se leva, puis un autre. Les histoires se déversèrent comme de l'eau à travers un barrage qui se rompait. Un père décrivit sa fille exclue des fêtes d'anniversaire. Une mère détailla comment les plaintes de son fils concernant l'intimidation étaient qualifiées d'exagération. Au 3e rang, Madame Chen, d'habitude si réservée, parla de ses jumeaux moqués pour leur choix de déjeuner. L'enseignant a dit qu'il devrait apporter plus de nourriture américaine s'il voulait se faire des amis, dit-elle, son accent épais d'émotion. Ils sont américains. Ils sont nés ici. Chaque histoire s'appuyait sur la précédente, créant un schéma impossible à ignorer. Certains parents pleuraient en parlant. D'autres tremblaient d'une colère à peine contenue. Mais tous partageaient la même vérité fondamentale. Leurs enfants avaient appris à endurer plutôt qu'à s'attendre à une protection. Caleb sentit la main d'Imani serrer la sienne, alors que Darlene Whitham marchait lentement vers le microphone. Son visage était pâle, et elle serrait son bloc-notes si fort que ses jointures étaient blanches. La pièce devint silencieuse. Elle commença, puis dut s'éclaircir la gorge. « Je dois dire quelque chose. » Elle le regarda directement, puis Caleb. « J'ai échoué avec votre fille. J'ai échoué avec tous ses enfants. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle continuait. « J'ai vu ce qui se passait. Chaque jour, je le voyais. Mais je me suis dit que ce n'était pas si grave. Que prendre la parole causerait plus de problèmes. Que maintenir la paix était plus important qu'une voix brisée. J'avais tort. J'avais tellement tort. » L'aveu plana dans l'air comme un coup de tonnerre. Le directeur Lockridge se tortilla inconfortablement sur son siège, mais Darlene n'avait pas fini. « Nous parlons d'inclusion dans nos bulletins. Nous affichons des affiches sur la gentillesse dans nos couloirs. Mais quand viennent les vrais moments de défendre ces valeurs, nous, elle essuya ses yeux. J'ai choisi mon confort plutôt que leur dignité, et je dois vivre avec ça. » Une boîte à mouchoirs passa de main en main dans le public. Même certains membres du conseil scolaire tamponnèrent leurs yeux. La façade soigneusement entretenue de « tout va bien » s'effondra face à une telle honnêteté brute. Plus d'enseignants commencèrent à prendre la parole. Madame Rodriguez de la 2e année admit avoir été témoin d'incidents similaires. Monsieur Thompson de la cafétéria décrivit comment les arrangements de sièges renforçaient subtilement les hiérarchies sociales. Chaque confession semblait rendre la suivante plus facile,
comme si la vérité elle-même était contagieuse. Caleb sentit Imani se redresser à côté de lui. Son visage ne montrait aucun triomphe, aucune justification, seulement un soulagement tranquille que le poids du silence se levait enfin. Il regarda ses épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. Le président du conseil scolaire tenta de conclure la réunion avec des phrases habituelles sur la révision des politiques et la formation de comités. Mais quelque chose d'inédit se produisit. Les gens commencèrent à se lever. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis toute la salle. Ils se levèrent non pas en signe de protestation ou de colère, mais en signe de reconnaissance silencieuse de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui devait encore changer. Imani se leva aussi, sa petite silhouette droite et digne. Caleb se leva à côté d'elle, leurs mains toujours jointes. De l'autre côté de la pièce, les larmes de Darlene Whittam avaient séché, et elle se tenait la tête haute, choisissant enfin le courage plutôt que le confort. La vérité planait dans l'air, impossible à nier ou à minimiser. À ce moment de solidarité, quelque chose changea. Non seulement dans la politique ou la procédure, mais dans les cœurs. Le poids chaud de la main d'Imani dans la sienne rappela à Caleb que parfois le plus brave n'est pas de combattre le pouvoir par le pouvoir, mais simplement de refuser de laisser la vérité rester enfouie. Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. La pièce resta debout. Des centaines de personnes liées ensemble en témoins silencieux de ce moment de règlement de compte et peut-être le début d'un véritable changement. Le soleil du matin traversa les fenêtres de l'école primaire in Bearfield, projetant de longues ombres dans les couloirs vides qui se rempliraient bientôt des voix d'enfants. Mais aujourd'hui semblait différent. L'air lui-même semblait plus léger, comme si la vérité prononcée la nuit précédente avait balayé des années de silence stagnant. Caleb était assis dans son bureau à domicile, relisant les emails qui avaient afflué depuis le forum. Son café refroidissait à côté de lui alors qu'il lisait message après message. Des parents partageant leurs propres histoires, des enseignants offrant des conseils anonymes, des membres de la communauté exprimant leur soutien. Son téléphone vibra avec une alerte de nouvelles. Le district scolaire lance une enquête complète sur les allégations de discrimination. Il se frotta les yeux fatigués, se souvenant des visages de la nuit dernière. Tant de parents s'étaient levés, leur voix tremblante au début, puis devenant plus forte à mesure qu'ils parlaient. Maria Gutiérrez décrivant comment l'espagnol de son fils était moqué en classe. James Chen détaillant le racisme occasionnel que ses filles enduraient. Ted Reeves, qui avait essayé de soulever des préoccupations auparavant, enfin entendu. Le bureau du surintendant du district appela à 9 heures précises. Monsieur Thornton, nous avons initié une enquête formelle, dit la surintendante, sa voix portant à la fois autorité et préoccupation. Nos premières conclusions sont troublantes. Nous faisons appel à un conseil d'examen indépendant. Merci, répondit simplement Caleb. Que se passe-t-il ensuite? Nous avons déjà reçu la lettre de démission de Gerald Lockridge. Elle était dans ma boîte de réception ce matin. Caleb pensa aux expressions de préoccupation soigneusement élaborées du directeur, à ses diversions magistrales. Toute cette évasion polie ne pouvait pas tenir à la lumière de la vérité. Et les nouvelles politiques, demanda-t-il, nous les annonçons aujourd'hui. Formation obligatoire en compétences culturelles pour tout le personnel, réunion mensuelle de surveillance parentale, procédure de signalement claire pour les incidents, et un examen complet de la façon dont nous avons traité les plaintes passées. Plus tard ce matin-là, Caleb assista à une réunion d'urgence à l'école. La directrice adjointe, désormais à la tête de l'école par intérim, semblait sous le choc mais déterminée. Les enseignants remplissaient la pièce, certains semblant sur la défensive, d'autres soulagés. Lorsque la discussion se tourna vers des aménagements spéciaux pour Imani, Caleb se leva. Non, dit-il fermement. Ma fille n'a pas besoin de traitement spécial. Chaque enfant de cette école mérite de se sentir en sécurité. Chaque enfant mérite d'être vu et entendu. Ce n'est pas un traitement spécial. C'est la dignité humaine fondamentale.
Un murmure d'accord se propagea dans la pièce. Mademoiselle Whitcomb, qui avait parlé si honnêtement au forum, essuya des larmes de ses yeux et hocha la tête. Tout au long de la journée, Caleb reçut des mises à jour. Le service des ressources humaines du district examinait les plaintes du personnel qui avait été précédemment enterré. Le conseil scolaire programma une session d'urgence pour approuver le financement de nouveaux programmes de formation. Des parents bénévoles commencèrent à organiser des comités pour superviser la cantine et surveiller la cour de récréation. Quand Caleb récupéra Imani cet après-midi-là, elle monta dans la voiture avec un petit sourire. « Jenny a demandé si elle pouvait s'asseoir avec moi au déjeuner aujourd'hui, dit-elle doucement, et Madame Kader s'est assurée que tout le monde était gentil. « C'est bien, répondit Caleb, la regardant dans le rétroviseur. « Comment te sens-tu? » Imani réfléchit un instant, croisant ses mains sur ses genoux. « Comme si je pouvais mieux respirer, dit-elle finalement, comme si l'air n'était plus si lourd. À la maison ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble, coupant des légumes pour un ragoût. Imani fredonna doucement en travaillant, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Le son remplit leur cuisine d'une paix douce. « Papa, dit-elle, plaçant soigneusement des carottes en rangées nettes, tu te souviens quand tu as dit que parfois faire ce qui est juste est effrayant? Je me souviens. Je pense que c'était effrayant pour tout le monde la nuit dernière, mais bien effrayant comme quand tu es sur le point de descendre un grand toboggan et que ton ventre se sent bizarre. Mais ensuite, tu le fais quand même et ça s'avère amusant. » Caleb sourit, touché par sa sagesse. « C'est exactement ça, ma chérie. » Après le dîner, Amy fit ses devoirs sans l'attention habituelle dans ses épaules. Elle enfila son pyjama préféré, celui avec de minuscules étoiles partout, et grimpa dans son lit sans hésitation. « Tu veux me lire une histoire? » demanda-t-elle, se blottissant sous ses couvertures. Caleb s'assit à côté d'elle et ouvrit son livre choisi. En lisant, il remarqua à quel point elle était détendue, à quel point sa respiration devenait régulière et profonde. À la 3e page, elle s'était endormie. Il posa le livre de côté et regarda son visage paisible dans la douce lueur de sa veilleuse. Ses stress étaient complètement au repos, non troublés par les soucis de demain. Sa petite main était ouverte sur l'oreiller, plus serrée comme elle l'avait été tant de nuits auparavant. Debout dans l'embrasure de sa porte, Caleb sentit le poids de ce qui avait commencé. Le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. Il y aurait de la résistance, des revers, des conversations difficiles à l'avenir. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La vérité avait été dite à voix haute, et une fois dite, elle ne pouvait plus être oubliée. Il pensa à tous les enfants qui bénéficieraient de ces changements, non seulement d'Imani, mais d'innombrables autres qui avaient souffert en silence. Des enfants qui auraient désormais des voix pour parler en leur nom. Des adultes qui se lèveraient au lieu de détourner le regard. Imani bougea légèrement dans son sommeil, se retournant avec un doux soupir. Caleb la regarda un instant de plus, son cœur rempli d'une gratitude tranquille. Le clair de lune peignait des motifs argentés sur son mur, et dans le silence paisible de sa chambre, il put sentir les premiers doux frémissements d'un véritable changement prendre racine. 3 jours après le forum à l'échelle de l'école, le soleil traversait les fenêtres de la chambre d'Imani, alors qu'elle se préparait pour l'école. Il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements ce matin. Une légèreté, une aisance qui n'avait pas été là avant. Elle fredonnait doucement en arrangeant ses tresses, ne se souciant plus qu'elle soit à trop. Prête pour le petit déjeuner? Caleb appela de la cuisine où l'odeur de pain perdu remplissait l'air. « J'arrive de papa. » Sa voix portait une clarté qui lui serra le cœur. À table, Imani ne mangea pas seulement. Elle bavarda. Elle parla du projet scientifique qu'elle était impatiente de commencer et se demanda à voix haute s'ils pourraient choisir leur propre partenaire de laboratoire. Le changement en elle était subtil mais profond, comme une fleur déployant lentement ses pétales au soleil du matin. « Tu sais, » dit-elle en coupant soigneusement son pain perdu en carinette, « Madame Martinez sera notre directrice par intérim jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de nouveau. »
Caleb hocha la tête, se souvenant de la vice-directrice compétente qui avait toujours montré une réelle préoccupation pour le bien-être des élèves. Qu'en penses-tu? Elle est venue dans notre classe hier et a parlé à tout le monde. Elle a dit, nous allons tous apprendre ensemble comment améliorer notre école. La fourchette d'Imani s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit ça. Papa, non pas comme si j'étais un problème, mais comme si j'avais aidé à améliorer les choses. Caleb sentit sa gorge se serrer. Tu as aidé à améliorer les choses, ma chérie. Ton courage a aidé beaucoup de gens à trouver leur voie. Le trajet matinal à l'école se sentit différent, lui aussi. La tension qui avait précédemment rempli la voiture était partie, remplacée par le doux fredonnement d'Imani en même temps que la radio. Alors qu'il s'arrêtait à la zone de dépôt, elle n'hésita pas ou ne serra pas son sac à dos comme un bouclier. « Passe une excellente journée, dit Caleb, la regardant sauter de la voiture. « Toi aussi, papa. » Elle fit un signe de la main, son sourire sincère et lumineux. Plus tard ce jour-là, Caleb retourna à l'école pendant la période de déjeuner. Cette fois, il n'était pas là pour enquêter ou intervenir. Il voulait simplement voir comment les choses changeaient. Il trouva un endroit tranquille près de l'entrée de la cafétéria où il pouvait observer sans être remarqué. La cantine avait une énergie différente maintenant. Les enseignants et les aides se déplaçaient parmi les tables avec une plus grande attention et un plus grand but. Il aperçut Darlene Whitcomb, qui avait demandé à conserver son poste d'enseignante après son témoignage émouvant au forum. Elle s'engageait activement avec les élèves maintenant, s'arrêtant à différentes tables pour vérifier, sa posture passive précédente remplacée par une implication sincère. Ruth Anser se tenait à son poste habituel, mais ses épaules semblaient plus légères, son sourire plus fréquent. Elle avait été l'une des rares à toujours essayer d'aider, même quand le système rendait les choses difficiles. Maintenant, elle se déplaçait dans la pièce avec un but de renouveler, sa gentillesse n'étant plus un effort solitaire, mais faisant partie d'un engagement plus large envers le changement. Quand Imani entra dans la cafétéria avec son plateau de déjeuner, Caleb retint son souffle par habitude. Mais cette fois, quelque chose de beau se produisit. Imani, une fille aux cheveux roux bouclés, fit un signe de la main depuis une table près du milieu de la pièce. « On t'a gardé une place. » Caleb regarda le visage de sa fille s'illuminer. Elle marcha vers la table où 3 autres filles étaient assises, y compris Sarah Chen, qui avait parlé au forum de ses propres expériences d'intimidation. Les filles les déplacèrent leurs chaises pour faire de la place, créant un espace clairement destiné à Imani. Alors qu'elle s'installait sur son siège, Imani posa soigneusement son plateau. Le même déjeuner qu'il avait préparé ce matin-là, des restes de leur restaurant éthiopien préféré, étaient devant elle. Sans hésitation ni honte, elle joignit les mains et inclina la tête pour dire « grâce », tout comme elle le faisait à la maison. Ruth Ann, qui passait devant leur table, s'arrêta pour regarder avec un sourire chaleureux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Caleb à travers la pièce juste un instant, et elle fit un petit signe de tête complice avant de continuer sa ronde. « C'est de la Dora. »« Quoi? » demanda Sarah, regardant le déjeuner d'Imani avec intérêt. « Ma cousine adore ça. »« Oui. » La voix d'Imani porta clairement à travers la cafétéria. « Mon père et moi l'adorons aussi. Tu veux en goûter? » La simple offre de partager de la nourriture qui avait autrefois été moquée serra la gorge de Caleb. Il regarda Imani déchirer soigneusement un morceau de pain injera et montrer à ses amis comment ramasser le ragoût. « C'est incroyable !» s'exclama la rousse. « Tu pourrais m'apprendre à le faire? » Imani rit, un son clair et joyeux qui sembla flotter au-dessus du bruit de la cafétéria. « J'apprends encore à le cuisiner moi-même. Mais mon père est devenu très doué. Peut-être pourrions-nous tous essayer de le faire ensemble un jour. » Les filles hochèrent la tête avec enthousiasme et la conversation s'orienta naturellement vers d'autres sujets. Les devoirs, leur musique préférée, les projets pour le week-end. Imani n'était pas seulement incluse, elle faisait partie active du groupe, sa voix se mêlant également à celle des autres.
Depuis son poste discret, Caleb vit sa fille s'épanouir en temps réel. Elle ne se cachait pas, ne se rétrécissait pas, ne mesurait pas soigneusement ses mots. Elle était simplement elle-même, la fille brillante et réfléchie qu'il avait toujours connue. Quand elle rit à nouveau de quelque chose que Sarah avait dit, le son ne portait aucune trace de la retenue prudente qui avait entravé sa joie si longtemps. C'est à cela que ressemblait la justice. Caleb réalisa, non seulement dans les changements de politique et la nouvelle direction, mais dans les petits moments précieux où les enfants sont libres d'être eux-mêmes. Ce n'était pas parfait. Il y aurait encore des défis et des jours difficiles à venir. Mais la fondation avait changé. Le silence avait été rompu et à sa place, les rires résonnaient comme des cloches d'espoir. Alors qu'il quittait tranquillement la cafétéria, Caleb emportait avec lui l'image du sourire sans défense de sa fille et le son de son rire se mêlant à celui de ses amis. La peur et l'impuissance qui avaient hanté ses propres visites au déjeuner furent remplacées par quelque chose de plus fort. La joie et la connaissance que défendre la vérité, aussi difficile que cela puisse être, pouvaient créer un réel changement. Le simple son du rire d'Imani au déjeuner signifiait plus que tout succès corporatif qu'il n'avait jamais atteint. C'était le son de la guérison, de l'appartenance, d'une promesse tenue non seulement à sa fille, mais à chaque enfant qui méritait d'être vu, entendu et célébré pour exactement qui il était. La cuisine était remplie de la douce lumière du soir, alors qu'Imani était assise à table, son crayon bougeant soigneusement sur du papier ligné. Sa gomme rose était inutilisée à côté de sa main. Elle semblait sûre de chaque mot qu'elle écrivait. Caleb remarqua à quel point elle était différente d'il y a quelques semaines seulement. Ses épaules détendues et son expression paisible alors qu'elle travaillait sur ses devoirs. « À quoi écris-tu, ma chérie ?» demanda Caleb, posant 2 verres de lait et une assiette de biscuits aux pépites de chocolat entre eux. Imani leva les yeux avec un petit sourire. Mademoiselle Thompson nous a demandé d'écrire sur ce que la gentillesse et le courage signifient pour nous. Elle a dit, tendant la main vers un biscuit. Elle a dit que nous pouvions l'écrire comme une lettre si nous voulions. Caleb s'assit à côté d'elle, réchauffé par la mention de la nouvelle enseignante qui avait remplacé Madame Whitham. Ça a l'air d'une tâche intéressante. Voudrais-tu la partager quand tu auras fini? Oui, s'il te plaît. Imani hocha la tête puis se pencha à nouveau sur son papier avec une concentration soignée. Pendant qu'elle écrivait, Caleb regarda son visage changer au gré de ses pensées, parfois sérieuses, parfois douces de souvenirs. Ses tresses nouées de rubans jaunes ce matin-là se balançaient doucement pendant qu'elle travaillait. Il pouvait voir ses mots silencieusement alors qu'elle les écrivait, quelque chose qu'elle faisait souvent pendant la prière. Finalement, Imani posa son crayon et redressa le papier. « J'ai fini, dit-elle doucement. Voulez-vous la lire maintenant? » « J'adorerais, répondit Caleb, acceptant le papier qu'elle lui tendait. Son écriture était nette et précise, chaque lettre soigneusement formée. Il commença à lire. « Cher ami, je pensais que être brave signifiait ne pas avoir peur. Je pensais que être gentil signifiait toujours sourire, même quand les choses faisaient mal à l'intérieur. Mais j'ai appris quelque chose d'important cette année. Parfois, être brave signifie dire la vérité quand ta voix tremble. Parfois, cela signifie rester immobile quand tu veux t'enfuir. Et parfois, cela signifie laisser d'autres personnes être braves avec toi. Mon papa m'a appris que la gentillesse n'est pas seulement être gentil. La vraie gentillesse signifie voir quand quelque chose ne va pas et aider à le réparer. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde, même quand c'est difficile. Je prie chaque nuit et Dieu m'aide à être forte. Mais il m'a aussi envoyé des gens qui se tiennent à mes côtés. Comme Rod Ann, qui me garde une place au déjeuner et me sourit comme si elle me voyait vraiment. Comme mes nouveaux amis qui posent des questions sur ma nourriture au lieu de s'en moquer. Et surtout, comme mon papa qui m'a appris que l'amour signifie se battre pour ce qui est juste. J'ai appris que parfois, il faut laisser son cœur être brave avant que son esprit ne cesse d'avoir peur. Et c'est bien parce que la bravoure,
Ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qui est juste quand même. Maintenant, quand je dis la grâce au déjeuner, je prie à voix haute. Je n'ai plus honte de qui je suis. Et je pense que c'est ce que la gentillesse et la bravoure signifient vraiment. Aider tout le monde à se sentir en sécurité pour être soi-même. Amour et manie. Caleb dut cligner des yeux plusieurs fois en finissant de lire. Les mots de sa fille frappèrent profondément son cœur, montrant une sagesse au-delà de son âge. Il le regarda, qui le regardait avec des yeux doux. « C'est magnifique, ma chérie, dit-il doucement. Puis-je le garder? » Imani hocha la tête. « J'ai fait une copie supplémentaire pour Madame Thompson. Celle-ci est pour vous. » Caleb se leva et se dirigea vers son bureau à domicile, conscient qu'Imani le suivait tranquillement. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit un dossier en cuir où il gardait ses papiers les plus importants. Avec un soin délibéré, il plaça la lettre d'Imani à l'intérieur. « Pourquoi le mets-tu là, papa? » demanda Imani curieuse. Caleb s'agenouilla pour rencontrer ses yeux. « Parce que cette lettre est l'une des choses les plus importantes que je possède maintenant. Elle me rappelle quelque chose que j'ai appris de toi. Qu'as-tu appris? J'ai appris que le vrai leadership ne consiste pas à avoir du pouvoir ou à être la voix la plus forte dans la pièce. Il s'agit d'écouter les voix silencieuses qui doivent être entendues. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable. » Il toucha doucement le dossier. « Tes mots ici, ils m'ont changé, Imani. Ils ont fait de moi une meilleure personne. » Imani enroula ses bras autour de son cou dans un câlin serré. « Tu étais déjà bon, papa. Tu avais juste besoin d'être brave, toi aussi. » Caleb tint sa fille près de lui, émerveillé par tout ce qu'elle lui avait appris sur le courage et la grâce. La lettre dans son bureau n'était pas juste du papier et de l'encre. C'était un témoignage du pouvoir de la vérité dite avec amour, de la foi qui déplace les montagnes et de la sagesse qui venait parfois dans les plus petits paquets. Alors qu'ils se séparaient, Imani bâilla et Caleb réalisa qu'il se faisait tort. « L'heure d'aller au lit, chérie. Voudrais-tu faire tes prières ensemble ce soir? »« Oui, s'il te plaît, » répondit-elle, prenant sa main alors qu'ils marchaient vers sa chambre, laissant derrière eux la lettre qui leur rappellerait à jamais à quel point ils étaient allés loin et comment l'amour pouvait transformer la peur en force. Le soleil d'automne traversait les fenêtres du centre communautaire de l'Espoir, projetant de chauds rectangles de lumière sur le plancher de bois usé. Caleb Thornton observait depuis près de la table d'artisanat, alors que sa fille, Imani, s'approchait d'un groupe de nouveaux enfants d'un pas confiant. Ses tresses se balançaient doucement alors qu'elle marchait, parée des perles colorées qu'elle avait choisies elle-même ce matin-là. « Salut, je suis Imani, » dit-elle clairement, sa voix portant à travers la pièce. « Voulez-vous faire des bracelets d'amitié avec moi? » Deux filles levèrent les yeux de leur livre de coloriage et un garçon avec des lunettes posa sa pièce de puzzle. Leurs visages s'illuminèrent à son invitation. « Vraiment, je n'en ai jamais fait avant. » Le garçon admit. Le sourire d'Imani s'élargit. « Ce n'est pas grave, je peux te montrer comment. Mon père nous a apporté beaucoup de ficelles de différentes couleurs. » Le cœur de Caleb se gonfla en la regardant tirer des chaises pour ses nouveaux amis, expliquant soigneusement comment mesurer et tresser les fils. Il y a quelques mois à peine, elle serait restée près de lui, parlant à voix basse. Maintenant, son rire se mêlait librement aux voix des autres enfants. Madame Martinez, la directrice du centre, apparut à côté de lui avec une pile de papier cartonné. « Votre fille a un si bel esprit, » dit-elle doucement. « Les autres enfants sont naturellement attirés par sa gentillesse. Elle m'apprend plus que je ne pourrais jamais lui apprendre, » répondit Caleb, repensant à la lettre qu'elle avait écrite, maintenant conservée en toute sécurité dans le tiroir de son bureau à la maison. Ces mots simples avaient tout changé. Être brave ne consiste pas à être fort tout seul, c'est aider les autres à trouver leur force, eux aussi. Autour d'eux, le centre communautaire bourdonnait d'activités du dimanche après-midi. Des bénévoles âgés triaient des livres donnés, tandis que des adolescents
aidaient des enfants plus jeunes avec leurs devoirs. Un père et son fils travaillaient ensemble pour réparer le pied d'une table bancale. Aucun des luxueux sols en marbre ou des meubles coûteux de son bureau d'entreprise n'existait ici, mais quelque chose de bien plus précieux remplissait cet espace, une connexion humaine authentique. Vous savez, continua Madame Martinez, arrangeant les fournitures d'art, quand vous avez proposé pour la première fois de parrainer nos programmes du week-end, je craignais que ce ne soit qu'un autre homme d'affaires riche essayant de faire bonne figure pour les journaux. Caleb hocha la tête, comprenant son scepticisme initial. J'avais l'habitude de penser que faire des chèques suffisait. Il admettait que l'argent pouvait tout réparer. Mais ce n'est pas pourquoi vous êtes ici tous les dimanches, n'est-ce pas? Non, dit-il tranquillement, regardant Imani démontrer un nœud particulièrement délicat à ses nouveaux amis. Je suis ici parce que ma fille m'a montré que le vrai changement se produit lorsque nous arrêtons d'essayer de résoudre les problèmes d'en haut et que nous commençons à nous asseoir à côté des gens à la place. Une petite fille avec des couettes s'approcha de la table d'Imani, serrant un bracelet à moitié fini. « J'ai tout gâché, dit-elle, la lèvre inférieure tremblante. Imani prit doucement les fils emmêlés. « C'est bon. Parfois, il faut défaire les choses pour les remettre en ordre. Tiens, laisse-moi t'aider à recommencer. » Caleb se souvint de sa propre courbe d'apprentissage, pensant « Oh ça, c'est pas tard. » Comment son premier instinct avait été de jeter de l'argent et du pouvoir sur les problèmes de l'école. Mais le courage tranquille d'Imani lui avait appris que le vrai leadership signifiait écouter les voix plus petites, se tenir dans des vérités inconfortables et d'être prêt à recommencer si nécessaire. La lumière de l'après-midi changea, peignant les murs de douce teinte orange. Les enfants commencèrent à ranger leur bricolage à l'arrivée des parents. Amy aida à nettoyer la table, s'assurant que chaque morceau de ficelle était correctement rangé pour la semaine prochaine. « Papa » appela-t-elle, « on peut prier avant de partir comme on fait toujours? » « Bien sûr, ma chérie. » Les familles restantes se rassemblèrent naturellement, alors qu'Imani inclinait la tête. Il n'y avait plus d'hésitation dans sa voix, plus de peur d'être vue ou entendue. « Cher Dieu, commença-t-elle, merci pour cette belle journée et pour tous nos nouveaux amis. Merci de nous apprendre que l'amour est plus fort que la peur et que chaque personne mérite d'être traitée avec gentillesse. Aide-nous à nous souvenir d'être courageux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et merci de nous montrer que parfois les plus grands changements commencent par les plus petites actions. Amen, amen. » Caleb répéta avec les autres autour d'eux. À ce moment-là, entouré de la communauté et baigné par la lumière du coucher de soleil, il ressentit la profonde vérité de tout le chemin parcouru. La paix qui le remplissait n'était pas la satisfaction superficielle des problèmes résolus par le pouvoir. C'était plus profond, plus riche, bâti sur les fondations d'une compréhension authentique et d'une humanité partagée. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires pour partir, Imani serra Madame Martinez dans ses bras pour lui dire au revoir. « À dimanche prochain !» cria-t-elle joyeusement à ses nouveaux amis, qui répondirent en agitant la main avec enthousiasme. En marchant vers leur voiture, main dans la main, Caleb réalisa que la véritable transformation n'était pas venue de sa richesse ou de son influence. Elle était venue du choix de voir ce qui se passait dans cette salle de déjeuner scolaire, d'écouter la douleur sous le silence de sa fille et de rester ferme face à la résistance. Le plus important, elle était venue en suivant l'exemple d'Imani, sa foi inébranlable, que les choses pouvaient changer si les gens étaient assez courageux pour affronter la vérité ensemble. L'air du soir était frais et pur, portant l'odeur des feuilles tombées. Imani lui serra la main et leva les yeux vers lui avec des yeux pleins de contentement et de paix. En eux, il vit se refléter tout l'espoir et la guérison qui surviennent lorsque nous choisissons de construire des ponts au lieu de murs. Lorsque nous apprenons à nous tenir non pas dans le pouvoir mais dans l'amour. Ce fut la paix supérieure qu'ils avaient trouvée. Non pas l'absence de conflit, mais la présence de but. Non pas le silence de la peur, mais la confiance tranquille de savoir qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, faisant exactement ce qu'ils étaient censés faire.
Merci d'avoir regardé. Si une partie de cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner. Je serai là encore demain pour partager un autre conte qui parle.